Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouveau... Attendez, j'ai l'impression... Ouais, non, si c'est bon. Bienvenue dans... Pardon, je me suis perdu tout seul. Je recommence. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission des nouvel épisode des Manuscrits de Mestre Aymon, donc le podcast littéraire type club de lecture de La Garde de Nuit, donc l'association francophone de référence sur le Trône de Fer et George Martin. Ce soir, je suis avec Nymphadora Salut. et Schrödinger Coucou. et on vous parlera de Babel, qui est un peu, qui fait partie un peu des sensations de l'année dernière, j'ai envie de dire, dans certains cercles littéraires, en tout cas, qui a pas mal fait parler de lui, qui est le nouveau livre de R.F. Kuang. On vous en parlera en détail tout à l'heure, mais avant, on va commencer par vous présenter le prochain livre qu'on va lire pour que vous ayez le temps de le lire aussi de votre côté si vous voulez venir nous écouter en février. Donc, Nympha, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on lit ce mois-ci? Ce mois-ci, on va lire Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Ça va être le premier livre de Gilolo qu'on va lire avec les manuscrits de Mestre Aymon. Mais pour Yoda et moi qui seront sur le Twitch, ce ne sera pas notre premier Gilolo. On est des grandes fans, on en parle tout le temps. La preuve, voilà, il a son petit nom de code. Mais on va essayer de convaincre Namande que Jean-Laurent Del Socorro est un mec qui écrit très très bien. On espère qu'elle sera convaincue. Et donc, Morgane Pendragon, c'est son tout dernier roman qui est paru hier, le 18 janvier. C'est un peu la sensation de la rentrée littéraire en fantaisie. C'est le plus gros lancement de Albin Michel Imaginaire ever. A priori, de toutes les critiques que j'ai pu lire un peu partout, c'est génial. Donc c'est une réécriture du mythe arthurien sous le point de vue de Morgane Pendragon, comme le nom peut le laisser deviner. Après ça, j'en sais pas plus parce que je n'ai pas encore commencé et que j'ai pas envie de trop me spoiler. J'ai envie de tout découvrir avec un œil tout neuf. Donc voilà. Rendez-vous. Alors attendez, je regarde mon agenda. Je sais plus quelle est la date. Le 9 février. Le 9, voilà. Rendez-vous le 9 février pour en parler, donc avec Yoda, moi et Namande. Voilà, et on aura sûrement un autre Twitch en février. Donc si vous nous suivez un peu, vous avez peut-être remarqué qu'on vous avait déjà annoncé Gilolo lors du dernier Twitch et qu'on vous avait dit qu'il serait fait en janvier. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ça a été décalé. Et du coup, il y aura probablement aussi en février un épisode sur Vampiria de Victor Dixon, mais on n'a pas tout à fait fixé la date encore. Donc ça sera a priori pendant la deuxième partie de février. Et si vous voulez pas attendre jusqu'à février pour nous écouter et pour nous voir, est-ce qu'on n'aurait pas autre chose à leur proposer, je redis? Quelle heure du teasing, mais bien sûr que si. Rendez-vous jeudi prochain à 21h pour un format un peu différent. Mais on reprend l'émission de Noël, le format de l'émission de Noël où on avait fait notre top lecture 2022, où cette fois on va parler de notre top série 2022 sur différentes catégories. On va parler des meilleures séries et de celles qui nous ont déçus. Donc jeudi prochain, 21h sur Twitch avec nous trois, Corondar et Yoda. Et normalement, on fera la même chose sur les films, probablement en février, mais on n'a pas encore la date. Voilà, et donc en attendant de parler séries, donc on va quand même parler livres. Et est-ce qu'on a des recommandations dans les livres qu'on a lus ce mois-ci? Alors, je vais faire de gauche à droite, donc je vais me poser la question à moi-même d'abord. John, est-ce que tu as une recommandation ce mois-ci? Ah oui, John, tout à fait. Euh, Ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé Dragon et mécanisme de Adrien Thomas.
Donc Adrien Thomas, j'ai lu plusieurs livres de lui l'an dernier. Je l'avais même cité, nommé dans mon auteur découvert de 2022. J'avais lu ça s'appelait Sortilège et Engrenage et Secret d'Arcane, Vaisseau d'Arcane, n'importe quoi, qui sont deux livres en fait qui se passent dans le même univers. Et Dragon et Mécanus se passe aussi dans ce même univers, mais est globalement indépendant. Et c'était vachement bien. En fait, c'est un univers qui mélange steampunk et magie, avec la magie qui a des modes de fonctionnement un peu différents en fonction des pays, des continents, etc. Et là, on est sur une espèce de grosse île tropicale avec dans la jungle plein de dragons qui peuplent donc cette île. Et on va suivre deux jeunes qui vont se rencontrer par la force des choses et qui vont partir en mission dans la jungle. Je vais pas vous raconter trop pourquoi, mais c'est écrit de manière ultra agréable. Je trouve qu'Adrien Thomas a une plume vraiment très agréable. C'est super fluide. Je cherche autre chose à dire que redire agréable pour la 8e fois. C'est super sympa à lire. C'est intéressant, c'est drôle, c'est prenant. Enfin bref, c'était vachement bien. Lisez Adrien Thomas. Voilà. Nympha. Alors moi j'aimerais bien lire André Thomas parce qu'il est dans ma pile à lire, donc un jour je le lirai. Mais en attendant, donc moi je vais vous parler de L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Donc c'est clairement pas un. Donc c'est une saga de BD, donc qui n'est clairement pas confidentielle. Hein. Tout le monde en parle en ce moment parce que donc le tout dernier tome de la saga qui termine ce récit autobiographique est paru là tout récemment. Donc c'est le 6e tome. Et en fait, Riyad Sattouf nous raconte son enfance et une partie de son passage à l'âge adulte, en étant déchiré entre le Moyen-Orient, principalement la Syrie parce que son papa est syrien, et la France. Son papa vrille un peu et se passe des trucs pas super cool pendant son enfance. Des trucs genre tu te dis mais ça peut pas arriver à une vraie personne. Et donc là dans le tout dernier tome on arrive sur la fin de son adolescence et son passage à l'âge adulte et du coup on a son regard sur la façon dont il arrive à se détacher des traumatismes de son enfance, de sa culpabilité vis-à-vis de sa maman notamment. Enfin bon, c'est triste, hein, c'est des thèmes qui sont hyper lourds, mais en même temps, il y a toujours plein d'humour. Riyad Sattouf, il a énormément de second degré, donc ça reste toujours très très chouette à lire. Et vraiment, ouais, enfin, moi, je suis pas très BD à la base. J'en lis pas tant que ça, mais celle-là, je pense qu'elle me marquera très 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 longtemps. Pour ceux qui ont lu Persépolis de Marjane Satrapi, on est clairement dans ce type de récit-là et bah, c'est marquant, c'est bouleversant et bah, c'est à lire quoi. Ça donne très Voilà, envie. voilà. Ouais, faudra que je m'y mette un jour. Maintenant que Voilà, tout en plus, est maintenant sorti, tout c'est est fini. l'occasion, ouais. C'est vrai. Plus d'excuses. C'est ça. Et toi, Shrody? Moi, j'ai lu The Final Empire de Brandon Sanderson, donc le premier tome de la première trilogie Mistborn, l'Empire ultime en français. Bon voilà, je me suis enfin lancé, c'était mon goal de 2023, enfin lire Brandon Sanderson, vu que j'avais entendu pas mal de monde en parler en bien, parfois en moins bien, mais j'ai retenu le positif. Et bref, je me suis lancé dans la trilogie Mistborn,
qui est de la fantasy. Je sais pas comment la qualifier. En tout cas, dans cette première trilogie, enfin, de ce premier tome, ça m'a un peu urban fantasy. Donne une impression assez moderne. Mais bref, une gamine qui va se découvrir détentrice de pouvoir. Le tout dans un monde où un peuple, on va dire, est réduit à l'esclavage et il faut tenter de se rebeller. Il va y avoir la révolution, il y a des grands méchants, blablabla. Il y a plein de bastons assez épiques. Enfin bref, j'ai adoré. J'ai très très hâte de lire la suite. Trop bien. Trop bien. Voilà, on va pas épiloguer sur ça. Moi, Non, voilà. je pense que j'ai déjà dit tout le bien de penser ce que je pensais. On a tous déjà dit ce qu'on pensait de Sanderson. On n'est déjà pas d'accord. Bon, voilà. Et si on continuait sur le fait qu'on soit pas d'accord? Et si on continue sur le fait qu'on soit... Oh là là, ça spoil. Eh bien donc, continuons sur Babel, donc notre livre du soir. Babel, si j'essaye de résumer globalement ce livre, c'est à Londres, à Oxford, n'importe quoi, ça commence bien. En Angleterre, au début du 19e siècle, dans un institut de traduction, donc à Oxford, au sein d'Oxford. Et comment on présente ce livre? En C'est gros, l'histoire de Robin. c'est l'histoire de Robin. C'est l'histoire d'un jeune garçon d'origine chinoise qui va arriver en Angleterre pour aller faire ses études dans cet institut de traduction à Babel. Donc Babel, c'est le nom de la tour dans laquelle est cette université. Et donc ça va être, on va voir en fait un peu son apprentissage et son passage à l'âge adulte et un peu des problématiques auxquelles il va être confronté. C'est un livre qui, alors je fais la présentation tout en donnant un peu mon avis général. C'est dur sinon de façon très neutre. C'est un livre qui aborde énormément de thématiques que j'ai trouvé personnellement très intéressantes et qui vont pas mal évoluer au fil du livre. Donc c'est-à-dire qu'on va aborder des thématiques, les thématiques de la traduction euh, et ses dérivés un peu, l'étymologie, etc. Tout ça dans la partie très académique de la chose. Il y a un gros fond de colonialisme et donc de thématiques du racisme et un peu aussi, un peu moins au premier plan, mais aussi quand même des thématiques sur le sexisme. Et après, au fil du livre, on va aborder aussi d'autres thématiques que j'ai pas forcément envie de détailler là parce que je me dis que c'est presque du spoil en un sens Mais c'est dans le titre. Hein. C'est dans le titre. Ouais, on n'a pas lu le titre complet de l'œuvre, mais on pourra en reparler. Hein. Oui, je l'ai pas gardé à côté de moi, donc le titre c'est pas Babel, An Arcane History. Ah oui, après il y a tout un. C'est Babel ou La nécessité de la violence, une histoire secrète de la révolution des traducteurs d'Oxford. Le titre de l'œuvre. Voilà, donc il y a aussi des thématiques de violence et de révolution. C'est ça que tu veux sous-entendre? Je redis c'est le titre, en disant ça, dans le titre. Est-ce que c'est l'histoire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'histoire? On ne le dira pas. Suspense. On le dira plus tard. Ah non, on répond pas. Donc voilà, en gros pour la présentation générale. Je ne sais pas si vous voulez compléter cette présentation. Non, c'est bien résumé. Je dirais juste que donc on suit Robin, mais on suit en même temps sa classe à Babel. Ils sont 4 en fait à suivre leurs études. Donc on suit non seulement Robin, mais on suit aussi son ami Rami et 2 jeunes filles qui s'appellent Letty et Victoire. Et donc, on suit aussi un groupe d'amis et il y a aussi notamment beaucoup de thématiques autour de l'amitié, du passage à l'adulte.
de ces amitiés qui sont si importantes au moment où on se forge nos propres opinions, de l'influence qu'ont les gens sur nous, etc. Donc il y a aussi une vraie thématique de cohésion de groupe, quoi. Et beaucoup, effectivement, quand tu dis passage à l'âge adulte, c'est effectivement très présent aussi comment une jeune personne se construit vis-à-vis du monde dans lequel elle est, des gens qui l'entourent, le rapport, en tout cas en ce qui concerne Robin, il y a beaucoup le rapport à la famille, le rapport aux origines, aux racines, etc. Et comment tout ça, ça s'agence entre eux, parce qu'on les suit sur beaucoup d'années, en particulier Robin qu'on suit de ses, je sais pas à quel âge il a au tout début, il doit avoir 11 ans à peu près, après ils font leurs études, etc. Et donc les années passent, les années passent. Je pense ils sont bien au moins milieu de vingtaine pendant Ouais, leurs études. 22-25 ans, je pense. Non, mais oui, on est clairement sur un roman d'apprentissage. Dark Academia, roman d'apprentissage, on les voit grandir et. Mais on n'est pas que sur du roman d'apprentissage. Typiquement, c'est pas considéré comme de la fantasy young adulte. Souvent, les romans d'apprentissage, c'est vraiment comment va grandir le héros. Là, on a énormément de thèmes politiques et Ah oui, de. on en parlera. Enfin voilà, on en parlera, mais qui font que, en tout cas, le livre est vendu comme de la fantasy adulte, de la fantasy historique, tout bêtement, où certes les héros sont jeunes et vont apprendre à se construire, mais c'est pas le seul et unique moteur de l'histoire non plus. Et en tout cas, a priori, c'est pas ce sur quoi l'éditeur américain vend le livre. En tout cas, ils le vendent pas comme du young adult classique en mode on fait du Dark Academia où on va suivre un groupe d'ados qui vont vivre leurs aventures pour devenir des adultes performants dans un monde de magie, quoi. Pour moi, on était quand même clairement sur du young adulte. Hein. Ah non, c'est vendu en adulte. C'est classifié dans tous les prix de fantasy adulte aux États-Unis. Et c'est vendu au prix des livres adultes aussi, parce que la fantasy young adulte est un peu moins chère que la fantasy adulte. Donc c'est comme ça qu'on sait la différence factuelle par les éditeurs entre le young adulte et l'adulte. C'est que on paye moins cher le hardback en young adulte qu'en adulte. Mais donc du coup, non, c'est vraiment vendu comme de la fantasy adulte. Ce qui m'étonne pas, parce qu'en fait, outre effectivement le fait qu'on les suit plus que juste sur l'adolescence, etc. Il y a vraiment effectivement ce côté passage à l'âge adulte, mais effectivement, il y a des thématiques un peu sérieuses. Et puis même, je trouve que tout le livre est plus exigeant à lire que pas mal de livres young adultes. Enfin, c'est un livre où quand même il faut être un peu concentré sur sa lecture, j'ai trouvé. Il faut être alors moi j'ai trouvé ça très prenant. Je vais faire au passage donc mon avis. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très prenant, mais j'ai trouvé qu'effectivement c'est pas une lecture de bord de piscine avec des amis qui discutent à côté, etc. quoi. Pour moi, c'est quand même un livre où il faut être un peu concentré sur ce qu'on lit parce que tout va bien. Je me fais censurer. Je suis sûr que c'est Shrody qui nous censure. Fait. C'est faux. Et d'autre part, même surtout sur la partie plus académique, en fait, il y a toute une partie plus académique où j'ai trouvé que il fallait quand même avoir le cerveau allumé, quoi. Ouais, on sent que l'autrice sait très très bien de quoi elle parle. Elle a un je crois qu'elle est en PhD aux États-Unis à Harvard elle a fait Oxford aussi. Et elle a fait Oxford avant. Elle est passée par Cambridge aussi elle fait de la et par Yale, je traduction. crois. Elle est passée, voilà. Je crois qu'en ce moment elle est en PhD à Yale, mais avant elle a fait un PhD à Oxford, ou un truc comme ça. Enfin, Cambridge et Oxford, je crois. Elle a fait 2 trucs. Bref,
elle a la tête bien faite, elle sait très très bien de quoi elle parle, et en l'occurrence, quand elle parle de traduction, c'est de première main, hein. Et je pense que on sent aussi sa passion pour la chose, mais du coup, il y a des moments où tu es un peu à la limite entre l'essai philosophique et le roman de fantasy. Je pense que c'est totalement voulu. Moi, je vais faire comme Jonjon, je vais spoiler mon avis. Moi, j'ai adoré aussi. J'ai les mêmes petits cœurs que Jonjon. Mais ouais, c'est un livre qui peut surprendre parce que de temps en temps, il est quand même assez sec. Surtout sur sa partie académique où tu te dis ok. Déjà, elle te fout des notes de bas de page un peu partout, tout ça, tu te dis, ah, ok, c'est bien une universitaire qui a écrit ça, quoi. Et sur toute la partie politique, notamment sur tout le propos autour du colonialisme, sur toute la partie autour de la réflexion sur la violence et sur le capitalisme aussi, il y a aussi une réflexion sur le capitalisme. C'est pas des thématiques faciles. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est justement que là, on est sur de la fantaisie politique dans ce que la fantaisie politique sait faire de mieux, à mon sens. C'est-à-dire que avec la fantaisie, c'est facile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour comprendre le mieux ses idées et pour expérimenter les choses qu'il vit et pour du coup apprendre à avoir un nouveau point de vue, un point de vue différent qu'on n'avait pas avant. Et c'est d'autant plus facile, je trouve, dans un monde qui n'est pas le nôtre. Là, en l'occurrence, donc c'est de la fantaisie historique, donc c'est très 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 fondé sur notre vraie histoire, sur Oxford, etc. Mais Babel est totalement inventé et il y a un élément de magie qui est totalement inventé. Et c'est ces éléments de magie qui font que du coup, tu te détaches un peu de ton monde et c'est d'autant plus facile d'entrer dans la peau de quelqu'un d'autre et de rendre le propos politique d'autant plus pertinent. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé dans le livre, j'étais Robin, j'ai grandi comme Robin, j'ai compris, j'ai ouvert les yeux comme Robin. Alors évidemment, en tant que lectrice, j'ouvrais les yeux un peu avant Robin et je me disais, bon, oui, d'accord, j'ai compris. Mais n'empêche que j'étais lui, j'ai souffert avec lui, j'ai souffert pour lui. Et, et, euh, et vraiment, j'étais complètement immergée dans ma lecture. C'était aux petits oignons, quoi. J'ai adoré. Et toi, Shrodi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas beaucoup aimé. Je suis déçu parce que je pensais c'est vendu comme du Dark Academia. Je m'y voyais déjà. Je pensais que j'allais adorer. Je trouve que en fait, on sait pas. Pour moi, c'est pas de la fantaisie parce qu'elle a essayé de faire un truc ultra réaliste sur le Oxford, enfin la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre, bref, du 19e siècle. Elle fait un avertissement au début pour dire que on peut pas critiquer sa représentation parce que c'est comme ça qu'elle veut faire, blablabla. Moi, je trouve que la manière dont elle représente, enfin bref, je suis pas du tout rentré dans l'univers, on va dire, géographique. J'ai pas du tout eu l'impression d'être au 19e siècle. En fait, elle y a placé des personnages, bon, déjà que je trouve ultra mal construits ou pas construits, qui sont très contemporains, qui ont des remarques dignes du 21e siècle et qui sont pas du tout crédibles comme étant des personnages qui évoluent dans le 19e. Donc, je suis pas non plus rentré via les personnages. Sa manière d'écrire, en fait, je l'ai trouvée, elle, ultra condescendante avec des notes de bas de page qui viennent t'expliquer que non, que le racisme c'est pas bien, que le colonialisme c'est pas bien. Elle te met des notes de bas de page pour surenchérir au cas où t'avais pas compris que le racisme c'était pas bien, que telle remarque que tel personnage fait, ça c'est raciste et donc ça c'est pas bien. Donc ça m'a agacé. Ouais, voilà, je vais peut-être m'arrêter là et ensuite on continuera. Oh,
Vas-y, Non, je vais te changer ton smiley en fait. T'es pas en mai, t'as pas aimé en fait. T'es Non, j'ai pas en. aimé. Mais en fait, j'ai continué, j'ai terminé ma lecture, mais ouais. Le côté universitaire, j'avoue, le fond me passionne pas sur la traduction et l'étymologie. Effectivement, on voit qu'elle connaît très bien le sujet, mais parce que elle travaille dedans. Mais à mon sens, dans un roman de fantasy qui plus est, c'est pas ça qu'on attend d'elle. On veut pas, enfin, moi, c'était pas ce que j'attendais. J'attendais pas un essai de 500 pages sur le fait de traduire, c'est trahir, traductoré, traduction. On a compris. Et je trouve qu'en fait, elle s'éloigne pas vraiment de ça. Son système de magie, il avait du potentiel, mais elle le sous-exploite. Et je trouve qu'on s'envole pas beaucoup, hein. C'est marrant parce que du coup, pour rebondir sur ce que tu dis sur la traduction, euh, moi j'ai trouvé ça passionnant. Donc c'est peut-être effectivement ça joue probablement dans l'immersion dans le livre parce qu'on commence par effectivement la partie la plus académique avec ça, avec peut-être le système de magie. On explique vu qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais en gros le système de ce qu'on appelle le système de magie dans cet univers, c'est fondé sur le concept qui est que quand tu traduis un mot par un autre, il y a toujours des nuances qui sont pas exactement les mêmes entre les deux langues et qui sont donc perdues à la traduction et que donc en gros en gravant ces deux mots sur une plaque d'argent, ça en quelque sorte ça libère ce sens qui est perdu dans la traduction et ça en a l'effet. C'est-à-dire, j'ai pas noté d'exemple, donc voilà, mais imaginons qu'on ait un mot en français qui veuille dire chaud et qui vienne donc exemple probablement totalement faux, mais qui vienne de je sais pas de Bon courage pour t'en sortir. calorifère en latin et que calorifère ça ait une notion intrinsèque de chaud parce que c'est du feu. Et bah en traduisant juste en chaud, on perd la notion de feu et donc potentiellement le fait d'activer cette barre d'argent où il y aurait marqué calorifère et chaud dessus, ça créerait du feu parce que la notion de feu disparaît à la traduction et donc du coup l'idée c'est un peu il faut bien qu'elle a quelque part et donc elle est en quelque sorte matérialisée par cet acte de traduction quoi. En gros, ça va, j'ai pas trop Non, c'est bien. non, c'est très très bien. Mais Et le principe, moi, je le trouve génial. Mais je trouve qu'en fait, elle le sous-exploite. Dans son monde, il n'est pas du tout changé grâce à grâce à cette invention. Et ouais, justement, c'est ça que je on trouve lit. je trouve génial. Mais du Le coup, ça monde sert n'est un pas peu à changé. rien. Mais non, il n'est pas changé parce que c'est tout ce qu'elle dénonce. C'est tout le pouvoir Non, économique mais qu'a oui, Babel. Et donc, en fait, pour moi, c'est juste se dire, en fait, le monde pourrait être changé grâce à ça, mais il y a un tout petit nombre de personnes qui sont les académiciens, les universitaires de Oxford, dans Babel, qui se servent du système, qui ont le monopole sur cette traduction et qui, du coup, la vendent aux plus puissants, aux plus riches, qui, du coup, font des trucs qui ne servent globalement pas à grand monde. Un peu, hein. Ils ont quand même révolutionné un certain nombre de choses, notamment les trains vont plus vite, les... En fait, tout ça fait que on est dans un univers de la vapeur plus quoi. En gros, c'est la révolution industrielle qui a touché l'Angleterre, mais en version un peu boostée par ces trucs de traduction. Mais ça pourrait être tellement plus. Et pourquoi c'est pas tellement plus? À cause de ce petit groupe de personnes toxiques qui gardent le monopole et qui utilisent les gens autour d'eux pour conserver toujours et encore ce monopole. Et enfin, moi, du coup, je trouve que ça va hyper bien dans son propos. moi, je suis assez d'accord effectivement avec ce côté.
en fait, c'est devenu quelque chose qui est utilisé en fait par les riches parce que c'est le système capitaliste qui est là et qui fait que du coup, bah, plutôt que s'en servir pour résoudre les épidémies dans les pays du tiers-monde ou pour faire quoi que ce soit, ils vont s'en servir pour que dans leur jardin, ils entendent un peu moins les bruits de la route. Ouais, Ou mais Et il que m'a l'herbe manqué soit un peu plus d'exemples. verte. ouais. Il m'a manqué d'exemples de ce type pour vraiment me voir la différence avec le vrai monde. Mm. Oh, pour Je moi, on en voit quand comprends, même pas mais mal, mais ouais. Et puis pour moi, c'est pas tant le sujet en fait. C'est ça qui est un peu marrant et qui est un peu perturbant en même temps. C'est que tu as cette espèce de système de magie qui paraît avoir un gros potentiel et qui en plus est très original. C'est quelque Ouais. chose que qu'on n'avait jamais vu. En tout cas, moi, j'avais jamais vu. Et en mm. même temps, en fait, bah elle, ce qu'elle dit, c'est pas vraiment ça son histoire. Donc c'est un truc très accessoire en fait, qui est plus ça fait partie des ressources de ce monde, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas le cœur du sujet, quoi. Bah non, mais du coup, ça me fait dire que ça sert à rien. Elle invente tout un truc qui pour moi ne sert à rien. En Bah, fait, pour... son histoire, elle aurait pu la raconter totalement sans ça, vu que ça n'a pas de rapport. Elle a Bah un propos qu'on va peut-être pas spoiler maintenant, qui n'avait pas besoin de tout ça en fait. si, parce que ça lui sert quand même. Il y a quand même ce côté, c'est une ressource maîtrisée par un petit nombre. Ouais, mais elle aurait, enfin, ces thématiques-là, elle aurait pu les faire. Enfin bref. Non mais j'entends vos propos, j'entends ce que vous dites. Ouais, pour moi, c'est un ressort narratif qui est là pour faire vivre un peu son monde, pour nous sortir un peu de notre quotidien, mais c'est pas ça son propos. Son propos, c'est la vie de ses personnages. C'est faire vivre Robin, faire vivre le professeur Lowell qui a éduqué Robin, c'est faire vivre Rami, c'est faire vivre Letty, c'est faire vivre Victoire. C'est nous les placer dans ce monde-là et voir comment ils vont réagir. Mais c'est clairement pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est pas c'est vraiment comme dit ce bon vieux Martin avec quand il aime à citer Faulkner, c'est le cœur humain en conflit avec lui-même. Euh, et l'univers, d'une certaine manière, oui, c'est un canevas pour les faire vivre eux. Mais c'est pas le propos. On s'en fiche de on s'en fiche. Ça pourrait être effectivement dans un vaisseau spatial que nos personnages y réagiraient, y vivraient, et c'est clairement ce qui l'intéresse. Elle s'en sert comme d'un canevas, mais et moi je trouve que du coup elle le fait très bien parce que c'est très inventif et ça ça fait écho à tout ce qu'on a lu sur la traduction, etc. Donc à chaque fois on s'en resserre quand même, quoi. C'est c'est une toile de fond, mais c'est une toile de fond qui rajoute des petites touches de couleur bienvenues au récit. Il est pas convaincu. Moi, je trouve que c'est plus que juste une toile de fond quand même. C'est quand même vraiment tout le contexte de son histoire. Bah, c'est quand même, ouais, c'est quand même tout ça, quoi. Mais En fait, en fait, elle aurait pu écrire son récit à la première personne, faire un récit contemporain avec son propos et son message. Et pour moi, ce que je trouve en fait, ce qui me gêne, c'est que je vois trop son message à elle, ce qu'elle veut faire, son ressenti. Robin, c'est elle, c'est Rebecca, c'est ce qu'elle a vécu pendant elle, ses études, ses conflits intérieurs et ses rencontres et ce que eux ont vécu. Et en fait, je vois trop ça dans son récit et du coup, son voyage au 19e siècle dans un monde pseudo différent avec des barres de fer magiques, bah, j'y crois pas. Ah ouais, bof. Je pense effectivement, clairement, elle y a mis une grosse part d'elle-même, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais
Mais enfin, moi, ça m'a pas gêné, tu vois. C'est pas. Pour moi, oui, c'est oui. ouais. Pour moi, Après, c'est en fait c'est une expérience de pensée. C'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc en l'occurrence, oui, on se met beaucoup à sa place à elle-même par l'intermédiaire de Robin. Mais pour moi, ça reste une expérience de pensée et je pense que c'est beaucoup plus facile pour elle de faire une expérience de pensée dans un monde de fantasy que dans un récit contemporain, parce que peut-être que là elle y mettrait trop d'elle-même, et aussi parce que mine de rien du coup il faudrait encore en rajouter une bonne couche pour plein d'éléments qui là du coup coulent de source, parce que l'univers lui sert quand même de ressort narratif. Et du coup ça facilite quand même l'immersion et puis bon, mine de rien, il y a quand même des choses, j'espère pour elle qu'elle a jamais vécu ça, quoi. Dans ce bouquin, il se passe des trucs, voilà, quoi. Elle y met certes beaucoup d'elle-même, mais enfin bon. non, Oui, bien sûr, pas dans le. Effectivement, pas dans l'histoire en tant que telle. Mais après, je trouve qu'elle s'insère quand même beaucoup dans l'histoire, et ça aussi, ça m'a dérangé dans sa manière d'écrire, avec les notes de bas de page qui sont internes, on va dire, au récit. Enfin, je sais pas comment vraiment le décrire, mais le récit est un peu documentaire, enfin, il fait comme si c'était un récit historique. Les notes de bas de page sont internes au récit, et là aussi, je l'ai vu, elle, qui nous parlait, et qui se sent obligée d'ajouter des justifications pour répondre à tout, ajouter son commentaire à plein de choses qui se passent. Et là, ça m'a donné l'impression que finalement, elle était pas si. Enfin, elle restait pas du tout extérieure au récit qu'elle fait. Alors que moi, pour moi, c'est les notes de bas de page, je les ai pas vues comme ça. Pour moi, c'était plutôt une façon de se moquer de ces personnages. En gros, toi, tu vois, tu dis, elle met une note de bas de page pour après nous dire, regardez, ça, c'est bien raciste. Pour moi, c'est plus une manière de parler au lecteur en disant, eh bah oui, nous on est lecteurs, on sait que c'est raciste, mais c'est pas une question condescendante vis-à-vis du lecteur, c'est plus une façon de prendre du recul par rapport à son histoire, de prendre de la hauteur et de dire et de mettre le lecteur dans la confidence. Après, il y a des moments où moi aussi j'ai trouvé que c'était un peu bizarrement fait ces notes de bas de page. J'étais pas forcément toujours très convaincue par l'utilisation. Il y a des moments où je me disais mais ça, pourquoi elle l'a pas mis directement dans le texte, par exemple. Enfin, tu vois, il y avait des trucs, il y a des trucs où vraiment je me suis dit bah ça sert à rien. Mais la plupart du temps, pour moi, c'était une connivence avec le lecteur. C'était pas du tout condescendant vis-à-vis du lecteur. C'était au contraire un petit wink wink. T'as vu. moi j'ai trouvé ça intéressant les notes de bas de page parce que pour moi ça venait en fait, pour moi c'était pour venir apporter du complément d'information d'une manière qui pouvait pas être incluse dans sa narration vu qu'elle est en narration interne en gros. Donc en fait, parfois elle vient nous apporter des éléments qui peuvent pas être dans le cœur du texte parce que dans le cœur du texte on est dans une narration interne à Robin. Robin il a pas ces infos ou il a pas de raison de penser à ces trucs-là à ce moment-là. Et en fait, ça vient compléter de manière un peu méta en quelque sorte. Donc je comprends que c'est un parti pris et je comprends que ça puisse sortir du livre parce qu'effectivement c'est une entorse à la narration interne. C'est tout d'un coup en fait on n'est plus dans la tête de Robin, on est dans quelqu'un d'autre qui vient nous apporter des informations en rab. Euh, mais moi j'avoue que j'en ai fait mon affaire. Je préfère largement ça que les gens qui changent de type de narration tous les paragraphes ou qui changent de focalisation ou ce genre de trucs, ça me rend fou. Tant qu'à faire, je préfère avoir effectivement des infos qui viennent en rab en note de bas de page. J'ai trouvé qu'on s'est habitué. Je trouve qu'on s'est habitué. Je lis dans le chat. Bon, alors on a un amende qui donne si c'est un one shot. La réponse est oui. Oui, Oui. Euh, Elle Et pourrait peut-être éventuellement aussi refaire un procéder livre dans le truc. dans le même Voilà. univers, ouais. Et peut-être aussi précision, pour l'instant, ça n'a pas été traduit en français, c'est uniquement disponible en anglais. Oui. Et ça, je A pense priori, les droits ont qu'on. été achetés par une maison d'édition. Ça devrait sortir en français un jour, mais nous trois, on l'a lu en VO du coup. Ouais. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça n'est disponible qu'en VO. Ouais.
je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne sur ça juste dans une minute. Je vais juste lire le commentaire de Pif Pif qui dit, donc je vous le lis plutôt que résumer, ce sera plus simple. Je suis d'accord avec Schrodi sur le fait que l'élément magique est sous-exploité et qu'elle cherche pas à imaginer comment il aurait pu modifier l'histoire. Juste, tout est amélioré par ça, mais autrement zéro impact. Par contre, l'élément magique pourrait pas disparaître pour autant sans gâcher l'idée que la puissance des uns vient de l'exploitation des ressources, ici linguistiques, des autres. Oui, ça c'est vrai, j'approuve ce message. Voilà. Et en plus, je trouve que tu vois, dans toute la deuxième partie du livre, qu'on va pas détailler tout de suite, mais en fait, tu peux pas non plus te passer de ça, tu peux pas te ramener juste dans un truc biographique à notre époque, parce que ça a quand même une importance pour le développement et un peu les éléments déclencheurs de ce qui se passe ensuite, quoi. Je trouve. Euh, pour revenir sur la traduction, est-ce qu'on n'en parlerait pas 2 minutes? Parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un livre qui risque d'être extrêmement casse-gueule à traduire. En particulier parce que, donc, comme on le disait, alors d'une part, elle, c'est un peu son métier, donc elle est, je pense, très précise sur ça. Après, forcément, je parle pas chinois, je parle pas indien, je parle pas tout ça, donc, j'en sais rien, mais voilà. Mais en Euh, français, je crois qu'il y a quelques passages en français, non? Il y a quelques Ouais. passages en français qui étaient corrects. Oui. Mais surtout, en fait, tout repose, enfin en tout cas une grande partie des choses repose sur le concept de traduction entre l'anglais et une autre langue et le fait que tu peux pas juste substituer un mot par sa traduction parce que, comme j'expliquais avec les barres d'argent, etc., tu perds du sens dans la traduction et c'est ça qui déclenche les effets. Et donc du coup, je sais pas du tout comment ils vont traduire et est-ce que moi ce que je me disais c'est que pour traduire à mon avis ils vont être obligés de garder les ces termes-là en tout cas en anglais et de faire Mm. effectivement des barres qui traduisent du chinois à l'anglais, ils vont être obligés de les garder du chinois à l'anglais, quitte à rajouter en fait pour le coup des notes de traduction qui t'expliquent les mots anglais. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je vois pas comment ils peuvent juste tout traduire en français quoi. Mais Ah oui, c'est non, je possible pense parce que qu'effectivement, oui, à ça partir aurait du pas de moment où sens. déjà dans le livre, il y a des mots qui sont dans d'autres langues que là, la langue, Mm. la langue anglaise, je pense qu'il faut garder le même truc parce que sinon tu perds tout l'intérêt de. Ouais. Bah après, Ouais. moi ce que j'ai déjà vu souvent, c'est quand il y a du français dans un texte en anglais et que tu lis en français, ils te précisent, ils te mettent genre une astérix en Oui, ils le français mettent dans en le texte. italique. Ouais, ou en Oui, italique pour te dire, ah bon bah là, oui. effectivement, je sais pas, c'est un français, il a dit merde, ah, il a vraiment dit merde. Il faut pas dire merde, sinon on va être démonétisé sur YouTube. Mais parce que tu le traduis en français. Les mots chinois Oui, que les tu mots chinois, ils traduis vont de rester en l'anglais, chinois est-ce de qu'ils toute vont les façon. changer? Moi, pour moi, c'est plus qu'ils vont être obligés de garder de l'anglais, du coup, de réintégrer de l'anglais et je sais pas dans quelle mesure et dans quelle quantité ils vont être obligés de garder de l'anglais quelque part, quoi. Bah, je pense que ouais, ils ne pourront pas faire l'économie de garder de l'anglais. Et, et je pense, et en vrai, c'est hyper ironique de traduire ce livre-là parce que tout ce livre te dit globalement à quel point les mots ont un pouvoir et ont un pouvoir dans leur propre langue et que les exploiter dans une autre langue, c'est les pervertir, c'est trahir. Et du coup, bah, traduire ce livre en français pour exploiter ce livre en français et le vendre à des Français, ça a un côté extrêmement ironique. Clairement, ils ont intérêt à trouver un très 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 bon traducteur pour l'exercice, parce que ça va pas être facile du tout. Ouais. Et, même au-delà de ça, ouais, la philosophie de la traduction va être Après, étonnante, je pense. je trouve pas non plus que, je trouve pas que son message soit complètement traduire, c'est trahir. C'est-à-dire que son message c'est attention, tu peux pas avoir une traduction parfaite et quand tu traduis, tu perds forcément soit du sens, soit du style, soit quelque chose. Mais en même temps, je trouve qu'elle défend plutôt le fait qu'il faille traduire les choses et que c'est important
de traduire, de partager en fait. Bon, là en l'occurrence, ça parle plutôt de connaissances, mais je trouve que elle est pas complètement à dire il faut pas traduire, il faut tout lire en version originale. Elle dit C'est ce attention. qu'elle fait de toute façon. Elle est traductrice. Elle est Oui. traductrice. Et Non, et puis oui, elle dit clairement, oui, c'est de rendre accessible, mais il faut rendre accessible en ne trahissant pas le cœur du message. Voilà. Et après, elle dit nous aussi dit que aussi tu très trahis forcément, facilement, quoi. tu trahis toujours un tout petit peu, mais le rôle du traducteur, c'est de trahir le moins possible. Le bon traducteur, il doit veiller à avoir compris le message et à le transmettre à son lecteur le plus fidèlement possible. Donc en gros, c'est vraiment rester fidèle au sens. Et jamais tu ne trouveras une traduction mot à mot qui est fidèle au sens. Donc il faut marcher sur une poutre pour trouver l'équilibre entre le texte original et la réception du lectorat dans la langue traduite, quoi. Et ça, moi, c'est des sujets que j'ai trouvé super intéressants. Donc, du coup, toi, c'est ça que je redis, tu disais que ça t'avait plutôt pas trop intéressé. Et effectivement, c'est peut-être ça qui Pas trop. aide ou pas à rentrer dans le livre. Moi, toute leur partie où ils sont en cours, j'ai trouvé ça passionnant. Enfin, honnêtement, oui. j'étais passionné par juste les lectures, sur ces problématiques-là. Est-ce que tu traduis plutôt la forme? Est-ce que tu traduis le sens? Est-ce que tu traduis l'idée? Est-ce que tu es obligé de faire un choix? Quel est le bon choix? En fait, ce qu'elle dit un peu, c'est aussi il n'y a pas forcément de bon choix. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aussi forcément à tous les débats qu'on a eu à la garde de nuit sur les traductions de Jean Sola, parce que Jean Sola, il a fait certains choix que certains aiment et d'autres n'aiment pas. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était des thématiques ultra intéressantes. Franchement, quand ils étaient en cours, j'étais genre, en fait, j'avais envie d'avoir ces cours et d'avoir, je trouvais que c'était des réflexions qui étaient, euh, qui étaient bien amenées et qui étaient en plus, qui sont pas tranchées. Elle vient pas t'apporter une réponse, te dire, en fait, pour traduire, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle dit juste, traduire, c'est super compliqué et il n'y a pas forcément de bonne solution. Mais bon, c'est sûr que si on n'est pas intéressé par ça et qu'en plus, après, il y a tout plein de réflexions sur les étymologies, des trucs comme ça, que moi je trouve passionnant aussi. Si ça t'intéresse pas non plus, je pense qu'effectivement, il y a au moins une bonne partie de l'intérêt du livre qui diminue. Mais, en plus sur les étymologies, j'ai pas trouvé ça très naturel quand il parlait quand il y avait les barres notamment et que du coup ils sont obligés de te faire un petit laïus, de t'expliquer comment ça fonctionne et donc de t'expliquer les étymologies et le chemin de la traduction pour expliquer comment c'est fait. Et à chaque fois j'avais l'impression de voir le petit paragraphe d'explication qui me sortait du truc. Et alors que moi J'avais j'adorais, j'étais genre, Et ah moi oui, j'étais tellement à fond, encore, quoi. encore, donne-moi plus d'étymologie. J'étais tellement à fond, quoi. Je trouvais ça tellement bien. Moi je voulais lire leur catalogue de tous leurs matchs pairs, de Mais tellement, je voulais lire le français-anglais, là. toutes les analogies qu'ils ont faites et pourquoi et comment elles marchent. Ah mais pareil, ouais, j'étais mais tellement, j'adorais ça, quoi. Ça doit être mon petit côté nerd de la traduction que je n'avais pas vraiment découvert, à part en disant du mal de Jean Sola. Ça, j'avais bien compris que j'étais assez sensible à la traduction, parce que c'est vrai que moi, en plus à la base, c'est quand même quelque chose auquel je suis très sensible. Moi, quand je lis un texte en français, qui est un texte traduit, souvent, je lis l'anglais à travers le français et ça me sort des livres. Un livre un peu mal traduit, ça me sort complètement du bouquin parce que je lis la formule en anglais, je me dis, et à travers le français, et je me dis, bah non, mais en fait, en français, on dirait jamais ça. Là, c'est clairement juste que le traducteur a mal fait son taf et a juste fait du mot à mot d'un idiome anglais sans traduire l'idée. Et bref, ça m'agace. Ce qui n'est pas le cas de Jean Sola, soit dit en passant. Alors si, Jean Sola, justement, il c'est ça qui traduit est ouf. beaucoup plus. Jean Sola, il réussit ce miracle de
quand même te faire lire l'anglais à travers le français tout en rajoutant des caisses et des caisses et des caisses à d'autres moments. C'est un truc de malade. Mais vraiment, c'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire, Sola. Mais vraiment, il y a plein de moments, tu ouvres une page du Trône de Fer, t'as des phrases qui sont clairement de l'anglais traduit, quoi. C'est pas alors après, moi, j'ai vraiment un bon niveau d'anglais pour le coup. Je pourrais être prise à Babel parce que je rêve en anglais et je rêve en français. Donc du coup, je pourrais faire des parce que c'est l'un des prérequis pour pouvoir graver la magie sur les pièces d'argent. Il faut rêver dans les deux langues. Donc moi, je pourrais le faire. Ça suffit pas, il faut être fluent Il faut, en il latin, faut en vraiment grec, comprendre. et avoir encore une autre langue, Ouais, comme il les faut machines de 36 guerre. milliards de trucs. Et bon, bref, donc ouais, en tout cas, l'anglais, du coup, moi, je suis vraiment très, très sensible à ça. Quand je lis un texte traduit, ça m'agace très, 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 très vite. Et même quand je lis un texte en anglais, de plus en plus, je suis aussi sensible au style en anglais. Bon, alors évidemment, en français, je le suis beaucoup plus, mais même en anglais, du coup, je suis sensible aux mots qui sont utilisés. Donc ben, mécaniquement, toutes ces histoires de traduction, toutes ces histoires d'étymologie, ben, c'était trop bien, quoi. J'étais vraiment en plein kiff là-dessus, quoi. Est-ce qu'on avance? On fait nos points forts, points faibles? Vous avez des trucs à rajouter par rapport à ce qu'on a déjà évoqué? Qui d'abord? Je redis. Point fort, C'est point quoi la faible. question? Est-ce que tu as des points forts ou des points faibles? Normalement, c'est un peu ça notre plan, c'est on dit les points forts et les points faibles du livre, mais si on en a déjà discuté, on peut passer. Mais si tu as des choses à rajouter sous cette optique-là. Là comme ça, non, je n'ai rien de plus à ajouter. Tu as déjà déversé tout ton fiel. C'est un peu décevant. Je pensais qu'il y aurait plus de choses que ça. Nympha, t'as des points forts, points faibles qu'on n'a pas évoqués? Ben moi, j'ai un point fort. Alors, on l'a un peu évoqué, mais je pense qu'on peut le réévoquer plus sur le tartinant, mais c'est les personnages. Je trouve que la construction des personnages. Alors, Shredi disait que lui, il les trouvait très clichés. Moi, au contraire, je les ai Superficiel, trouvés. creux. Ouais, tu les as trouvés. Voilà. Alors que moi, au contraire, je les ai trouvés hyper humains, hyper réels. Et vraiment, je les ai trouvés, mais complètement en 3 dimensions, quoi. Pour moi, vraiment, c'est des personnages que je pouvais croiser dans la rue. J'ai trouvé le travail sur les personnages admirable. Je pense que peut-être on reviendra plus sur les personnages au moment quand on sera dans la partie spoil. Ça sera peut-être plus simple pour en, Pour donner des exemples, en ouais. débattre, ouais. Et t'aurais un point faible? Ben, un point faible, je pense quand même les notes de bas de page qui moi aussi ont parfois un peu sorti du truc. Mais après sinon non, mais j'ai surkiffé ce bouquin, hein. C'était trop bien. L'histoire, tout, enfin vraiment non mais j'ai adoré, quoi. Ok. Et J'ai moi, fini en larmes, c'était trop euh, bien. moi, en point fort, bon, j'ai dit que j'avais trouvé ça très intéressant. Je pense que j'ai utilisé ce mot à peu près 50 fois déjà. C'est pas Euh, grave. et je vais pas y revenir. Et en point faible, moi, si je devais dire un point faible, je pense que je dirais peut-être parfois le rythme que j'ai trouvé un peu en dents de scie. C'est-à-dire que je trouve qu'il y avait des moments qui étaient un peu rapides. Il y a parfois des moments où je me suis dit, mais en fait, on aurait pu faire une trilogie quand même avec ça. Il y a des passages qui vont très vite et il y a des passages qui vont plus lentement. Je trouvais que la fin était un peu lente. Alors qu'à d'autres moments, il y a les années qui passent en quelques pages. Il y a des passages, il y a certains passages en plus un peu charnières qui vont un peu vite parfois. Donc moi j'aurais mis ça en point faible, je pense. C'est marrant parce que moi, au contraire, la gestion de l'ellipse,
Je trouvais qu'elle était hyper bien faite. Attends, mais de toute façon, j'ai adoré ce bouquin. J'ai perdu toute objectivité, je crois, mais vraiment, ouais, les ellipses, je me suis dit que c'était aussi très bien géré, ce passage au flou pour arriver une année plus tard ou machin. Il y avait Ça dépend des la moments, moi j'ai façon. trouvé. Alors, il y a des moments où effectivement, on aurait voulu en avoir un peu plus, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que le passage des années scolaires marchait hyper bien. Oui. Ce côté C'est fondu un au espèce noir de pour flou arriver. générique de, en fait, ils passent leur année à étudier, à travailler, à machin. Ça, Mm. c'est pas ça qui m'a le plus gêné, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a un peu plus des événements et où j'ai trouvé que ça, on passait vite à la suite, quoi. J'ai Ouais, il y a trouvé que quelques éléments parfois qui sont un peu on aurait précipités, pu ouais. s'attarder un peu plus sur, voilà. Et aussi, il y a quelques moments où je me suis un peu dit, mais j'aurais jamais réagi comme ça. Et où il y a un peu des mots, je me dis, mais ils, ils font de la merde. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle Ah idée. ouais. Mais après Déjà, tout, si les personnages parlaient entre eux, je pense que à la page à peu près 50, l'histoire était terminée. Et juste ces personnages qui sont censés avoir des personnalités pouvaient discuter entre eux s'ils sont vraiment amis, je pense que ça réglerait la question. alors, il faudra qu'on en débatte avec des détails parce que je trouve qu'il y a des moments où on peut comprendre aussi qu'ils puissent pas se dire tout et n'importe quoi. Certes. Euh, du coup, est-ce que on passe à la partie spoil? Est-ce que vous avez des sujets sans spoil dont vous voulez parler un peu plus? Je pense qu'on a un peu évoqué déjà toutes J'avais, les différentes thématiques et tout. je me Je faisais peux la dire à quel réflexion. point mon livre est beau. Il Oui, est trop beau. mais si, un bon point, même Il la est trop version trop beau, normale est quoi. quand même très belle. C'est un bel objet. Voilà, Et j'aurais dit un compliment sur ce livre, c'est un moi bel j'ai pas objet. cette couverture là du tout. Moi j'ai la couverture qu'on a mis sur l'image. Ah, il Et est pas puis mal C'est aussi, ça, t'allais avec dire la quoi couverture bien. ça doit être l'édition américaine versus britannique. Ah Moi peut-être. j'ai Harper Nous, on a. Voyageur. Ouais, c'est ça, c'est britannique. Moi il est posé trop loin, je peux pas vous dire. Toi, ça doit être un tort, sûrement, un truc. C'est possible. Tu dois avoir l'édition américaine. Namand nous dit au revoir, Ah oui. Yoda nous dit je vous laisse, mais Poppy Wars c'est assez naze aussi, alors je comprends tout à fait, je redis. Et du coup, Ouais, tout le monde du s'en coup, va, j'ai mais hâte de Shrodi, lire Poppy Wars. t'avais un La autre guerre truc du à dire pavot. sans spoil, tu venais de dire. Oui, c'était dans l'esprit, ça m'a fait penser à Harry Potter 5. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En le lisant, je me disais tiens, ça ressemble à Harry Potter 5. De quel point de vue? Du point de vue où Harry Oh, est tout, insupportable? l'histoire, l'ambiance. Vous avez pas eu cette. Moi, j'ai eu un peu un mood Harry Potter, mais peut-être plus tard. Euh, mais je peux pas forcément expliquer pourquoi tout de suite. Je Mais comprends. donc, je propose qu'on passe à la partie spoil. Un, 2, 3. Spoil. Moi, moi, ça m'a fait, j'ai eu un mood Harry Potter, mais donc plus tard, donc quand ça passe de la partie très académique à la partie oh, ils ne sont plus à Babel et en fait ils ont des sujets du vrai monde qui arrivent et où j'ai eu un peu la même frustration que j'avais eu quand dans Harry Potter ils arrêtent d'aller à l'école dans le tome 7 et que ils vont s'occuper de sauver le monde, se battre contre des grands sorciers, etc. Et moi j'étais genre non mais retournez à Poudlard, j'ai envie de voir les cours, l'ambiance de l'école, etc. Et là ça m'a un peu fait ça aussi le moment où en fait tu comprends qu'ils vont pas retourner à Babel et moi j'étais genre bah comment ça vous allez pas retourner à Babel mais moi je veux la Vite, suite des je veux cours des cours. mais Moi, c'était un peu pareil. J'étais en mode, mais non, c'est fini. Mais non, je veux pas. Mais en même temps, les personnages eux-mêmes, ils sont en deuil de ça. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Parce que les personnages, ils sont un peu en mode, ah, mais non, mais on fait quoi là? on était bien. Mais du coup, là, Mais j'ai senti un peu un truc type Harry Potter où t'as effectivement cette évolution de ils sont à l'école et après, en fait, ils arrêtent d'aller à l'école parce que. mais je pense à l'Ordre du Phénix aussi, le côté assez naïf de on lance un mouvement pour essayer de renverser quelque chose de plus grand que nous et on essaye de se battre avec nos moyens qui sont forcément plus faibles que le reste.
Je sais pas, Oui, genre la Hermès Society qui serait un équivalent de l'Ordre du Phénix. Parce que t'as l'armée Ouais. de Dumbledore aussi dans Harry Potter qui fait un peu plus. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, moi, pour le coup, je trouve que c'est un truc assez classique, hein, cette espèce de côté David contre Goliath. On fait on fait avec nos petits moyens, on essaye d'ébranler le système. C'est, Et on fait enfin, tout pour moi, péter là quand même. c'est loin d'être Franchement. non, mais c'est loin d'être l'apanage d'Harry Potter, quoi, pour moi. Ah bah c'est certain, c'est juste que j'y ai pensé. Dans ce style-là, on est quand même très proche. Ils sont dans une école, il y a de la magie. Oui, non, c'est vrai. Ouais, non, moi, ça m'a pas. J'ai pas fait de lien, mais même là, je le fais pas trop. Enfin, mais de toute façon, en fait, t'as pas lu Harry Potter, on le sait tous. C'est vrai. Du coup, maintenant qu'on spoil, est-ce que vous voulez revenir sur reparler des thématiques ou est-ce qu'on parle des persos? Est-ce que Ah vous ouais, avez un Attaquer perso sur les préféré? persos. Alors, moi, j'ai un perso. Alors, je dirais pas que c'est mon perso préféré en termes d'histoire, etc. Mais j'ai un perso dont j'ai adoré la façon dont on nous l'écrit et enfin, la construction en antagoniste, c'est le personnage de Letty. En fait, pour moi, le personnage de Letty, il est là pour être le lecteur, pour nous Bah, disons le montrer à quel lecteur point on blanc est européen, aveugle. Exactement, pour le être, lecteur non enfin, je veux dire, concerné, c'est un quoi. livre qui est écrit, c'est publié en Angleterre, puis Oui, aux oui, mais États-Unis. t'as des grosses C'est communautés quand même en Angleterre, bien aux sûr, États-Unis, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais précisons, c'est oui, le lecteur qui n'est pas issu de l'immigration, de la colonisation, c'est de quoi que ça. ce soit, quoi. Mais Ah, c'est le lecteur le Le blanc. lecteur lecteur blanc, ouais. blanc de base, quoi. Voilà, ton lecteur. Et Letty, elle est un peu l'avatar de ces gens qui se disent progressistes et qui ont conscience de certaines inégalités. Letty, elle est d'une certaine façon assez féministe, mais elle est Complètement. complètement aveugle sur plein de trucs et elle refuse d'entendre, elle refuse de voir, même quand on lui montre les choses, même quand on lui met le nez dans ce qui va pas, elle refuse d'entendre la voix des gens et elle ramène tout à son nombril. Euh, elle a un petit côté white savior aussi assez régulier. Et du coup, enfin vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une façon très intelligente de te mettre face à ton avatar d'occidental qui est responsable enfin voilà, qui est responsable de la colonisation, qui a des biais même encore aujourd'hui, et de te rappeler que bah voilà, fais pas comme Letty, entends les gens, écoute-les, fais parler les concernés et ne ferme pas les yeux. Et moi, Et j'ai voilà. trouvé Et donc du super coup, ouais, intéressante comme j'ai trouvé le personnage personnage Letty, super intéressant. dans toute son ambiguïté, sa double perception, où d'un côté, effectivement, elle est très très éveillée aux problématiques de sexisme et très très aveugle aux problématiques de racisme, de colonialisme, et où en même temps, je trouvais ça super intéressant aussi toute son approche du coup de, mais en fait, moi aussi j'ai lutté pour être là, moi aussi je suis déconsidérée, moi aussi sur certains trucs, il y a quand même sur certains trucs où elle est plus mal lotie que les garçons, même si Robin et Rami ils sont discriminés pour leur couleur de peau. Il y a des trucs par exemple à la bibliothèque où elle peut pas prendre de livres s'ils sont pas là, etc. Et donc son approche, elle permet aussi d'avoir l'approche de en fait, là, on a surpassé ça, on pourrait en profiter, etc. Le côté en fait moins solidaire de l'opprimé,
qui va dire ok, il y a une oppression systémique, mais moi j'ai réussi à m'en débarrasser, donc en fait pourquoi je gâcherais tout qu'on voit en fait aussi aujourd'hui et pas que, enfin du coup moi les problématiques de racisme je suis moins au courant, mais dans les problématiques de sexisme même aujourd'hui on voit des femmes qui vont en fait s'opposer à des mouvements féministes en disant mais en fait moi c'est bon, j'ai réussi à me battre contre le sexisme etc, à arriver là où je suis aujourd'hui, donc je vais pas tout gâcher parce que ça serait plus juste pour la lutte globale quoi, globalement. Mais du coup j'ai trouvé que Letty était super intéressante et qu'en plus elle est pas juste ça, enfin malgré tout C'est ça. Elle est pas elle les aime unidimensionnelle. vraiment, elle est très attachante par certains aspects, euh, Très voilà, agaçante par d'autres, très hein. C'est vrai qu'elle a agaçante un petit par côté d'autres. peste aussi. Mais ouais, moi j'ai trouvé que vraiment elle avait une complexité, enfin, euh, vraiment hyper intéressante, quoi. Mais Bon. décidément, on va être J'en d'accord étais sur une. sûr, Moi, je l'ai vas-y trouvé dis-nous. détestable, ce personnage. Il est débile depuis le début, il est raciste. En fait, ce qui m'agace, c'est que tout est ultra binaire dans son livre. Donc là, on a ce personnage blanc qui forcément est inculte, qui ne comprend rien à rien, qui à la fin se révélera être évidemment une traîtresse. Elle est mauvaise, elle comprend rien. Ses amis essaient de lui expliquer, elle ne capte rien, elle est à côté de la plaque. À la fin, elle finit par tuer son ami. Enfin, j'ai trouvé le personnage horrible et justement ultra, enfin, comment dire, uni dans une seule direction du début jusqu'à la fin, où en fait il n'y a aucun moyen pour elle d'être sauvée et elle est pourrie du début jusqu'à la fin. Et au contraire, les autres personnages qui eux vont être les minorités vont être parfaits et forcément eux, enfin, ça Alors que m'a moi, pas du tout. Ouais, j'ai pas trouvé ça du Déjà, tout je veux non dire, plus. Robin, il est complètement débile. Mais Son frère Robin est pas Griffin, construit. il est Robin ne grave. fait, Robin ne fait rien du tout. Il est constant du début à la fin. Il est creux. Il est pas construit. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je dis pas qu'il est creux et pas construit. Je dis que juste, Ah, mais il est moi je le naïf. dis. Il est très C'est mon naïf. avis. Il est très naïf et et il y a des moments où vraiment, ouais, tu te dis, mais mec, sors-toi, regarde autour de toi. Et sauf que tu comprends d'où il vient, en fait. Enfin, c'est un garçon qui a été arraché à sa famille, qui a vécu des trucs atroces, et après, il a vécu dans un vase clos avec une bonne, qui était très gentille d'ailleurs, hein, un personnage blanc tout à fait. Il n'y a pas que des méchants Blanc. blancs et des Oh, gentils. quand même, hein. Quand tu vois Non. Professeur Lovell Professeur Lovell, dans le Il est, style il est odieux. ouais, mais du Griffin aussi, il est manichéisme. odieux. Bah non, Griffin, il est. Griffin, Ah si, il est il se odieux, bat. Griffin. Enfin, Il se. c'est quand même la figure du rebelle qui fait pas forcément les bons choix, mais qui à la fin est totalement réhabilité. Il est surtout haineux et il est réhabilité aux yeux de Robin qui devient comme lui. Mais bah, si tu prends le point de vue oui, de Victoire, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même des choses un peu, franchement très très grises chez Griffin. Tu peux pas dire que oui, mais Griffin il est positif comme personnage, c'est pas possible. c'est pas positif, c'est que c'est le propos après de l'autrice, c'est que tout ça la violence est nécessaire. Donc de toute manière, évidemment que Robin il va agir pas. Il va faire preuve de violence. Et évidemment enfin bon, je sais plus si j'ai dit Robin ou Griffin, mais bref, évidemment que les deux vont finir par la violence, parce que de toute façon, la violence est nécessaire pour faire avancer les choses. Mais pour le cas de Letty, moi j'ai trouvé qu'elle était odieuse du début jusqu'à la fin, et qu'en fait, l'autrice voulait qu'on la déteste. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et du coup, j'ai pas compris l'intérêt de ce personnage qui, pour moi, n'avait pas de profondeur. Et évidemment qu'à la fin, on se dit, bon, bah, le message, c'est que le racisme, c'est pas bien. Oui, merci, mais quand même, je pensais le savoir. Et que le colonialisme, c'est pas bien. Oui, merci, mais je pensais aussi le savoir. Ouais, alors que moi, j'ai beaucoup aimé Letty, j'ai trouvé très attachante comme personnage pendant tout le livre. Donc du coup, j'ai plus vu en fait le conflit interne
qu'elle a, le côté où effectivement elle comprend pas trop, mais elle essaye de comprendre quand même. Et en même temps, il y a pas mal de moments où je trouve que elle est pas la seule à blâmer, qui est que mine de rien, ses amis l'excluent un peu. Et alors effectivement, c'est pas forcément aux opprimés de toujours expliquer aux oppresseurs pourquoi ils sont opprimés. C'est sûr. Et en même temps, du coup, Letty, elle se retrouve à se sentir exclue d'un truc du premier endroit où elle se pensait acceptée. Enfin, j'ai trouvé qu'on voyait ces conflits, ces dilemmes, et effectivement, à la fin, bah, ça ne suffit pas, elle comprend pas. Moi, franchement, euh, Et moi, j'étais moi, je choqué serais Letty, en fait, quand elle quand elle les trahit. à certains moments. À certains moments, enfin, je suis désolée, la fille, tout d'un coup, elle voit ses potes prendre les armes, dire vas-y, on va faire la révolution, on va tuer tout le monde. Genre, oh là, calmez-vous les gars, oh! Et Elle fait pas ça, certes, elle leur parle pas. Ses potes se elle cachent à essaye de côté, leur parler, C'est eux qui lui elle parlent essaye pas, de leur ouais. parler. Et c'est eux qui lui parlent pas, qui lui disent non mais tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre. Et effectivement, elle peut pas comprendre, mais il y a des moments, elle essaye vraiment. Et à la fin, bah ouais, elle vrille aussi, quoi. Mais je trouve il y a quand même des moments où, genre la fille, elle est quand même, elle est quand même en train de cacher un meurtre pour ses meilleurs amis. C'est pas genre j'essaye genre je trahis comme ça whoop whoop whoop, quoi. C'est elle va c'est au moment où ils se mettent à poser des bombes qu'elle C'est au moment où ça change leur d'échelle, ouais. dire En fait, les tant que gars c'est au niveau non, quoi, c'est personnel, trop. tant que c'est au niveau personnel, elle arrive mieux, Mm. elle arrive à l'accepter. Et quand ça devient au niveau système, là, ça devient trop pour elle. Et en même temps, c'est quelque chose qui va genre elle très accepte vite. les meurtres, mais elle met la limite avec un excuse. Non, mais en gros, en fait, elle a son ami qui a tué par accident, plus ou moins, quelqu'un. Elle se dit, bah, ok, je vais l'aider, machin. Quand après, tout d'un coup, C'est ils sont en quelque train de chose qu'elle monter une. comprend parce que son ami a été violenté par cette Elle en sait personne. rien, Enfin, elle le voit pas, ça, elle comprend pas le racisme, elle comprend pas que non, elle comprend ce pas le mec-là. racisme, mais elle comprend la violence. Elle comprend que ce mec se faisait frapper par son père parce qu'elle-même se faisait frapper par son père. Elle, elle sait ce que c'est d'être une personne que son père ne va jamais aimer. Donc elle comprend pas le racisme, elle comprend pas le fond du problème entre Lovell et Robin, c'est du racisme, mais elle comprend la haine de, de Lovell pour Robin et la violence qui est mise de Lovell sur Robin. Et c'est la seule qui vient voir Robin en lui disant bah ouais, je comprends qu'il y a un moment, t'es craqué parce que il te traitait mal. Tu l'as pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Non, mais Non, mais il puis sera pas convaincu à la fin de ce Twitch. Hein. je trouve que il y a effectivement il y a deux échelles. Il y a l'échelle où elle protège son ami des conséquences d'un acte pour essayer de garder leur vie, et il y a l'échelle où il projette une révolution, etc. Et en fait, mine de rien, aux yeux de Letty, dans la temporalité de Letty, ça va très vite. C'est-à-dire qu'en fait, t'as tout qui lui tombe dessus comme ça, alors que bah Robin, ça fait déjà 5 ans qu'il se pose ces questions-là parce que Griffin lui a parlé de ça. Victoire et Rami, ça fait un peu moins, mais ça fait bien, je sais pas, 1 an ou 2 que ils ont ces sujets-là qui leur ont été mis en face des yeux, en plus du fait qu'ils en sont concernés directement. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'ils en sont concernés, c'est en plus ils ont la Hermès Society qui leur fait faire des vols, leur machin, leur parle de violence, de révolution et de machin. Letty, elle a tout qui lui tombe dessus. Du jour au lendemain, ils s'enfuient du cocktail. Ils arrivent dans la Old Library, un endroit ultra stylé au passage. Et ils se mettent à tous comme ça, sans se poser de questions, préparer une révolution. Et alors elle en est pas à ce stade-là. Elle est au stade où, en fait, potentiellement, il lui faudrait du temps pour
réfléchir au sujet, comprendre le sujet, etc. Et en fait, elle a pas ce temps-là. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que elle se retrouve un peu complètement sous pression en fait. Et dans une situation où en fait elle a pas le temps de faire redescendre la pression et de juste calmer le jeu et dire ok attendez là qu'est-ce qui se passe. Mais Et donc c'est quoi la sachant que morale, même c'est entre quoi eux, le ils sont pas message? d'accord. Ils sont eux-mêmes, ils sont pas d'accord entre eux. Quand tu dis le message de Rebecca Kwan, c'est de dire que la violence est nécessaire. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, Ouais, moi je suis le pas sûr qu'il y personnage ait un vraiment message. lumineux, c'est Victoire. Déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de message. Je pense qu'elle ne conclut pas. Je pense qu'elle oppose Victoire et Robin dans leur conception. Victoire, qui est toujours le personnage à la fin qui dit à Robin, non, tu vas trop loin. Non, tu vas trop loin. Et Robin qui choisit la mort, alors que Victoire choisit la vie. Pour moi, il y a il y a une opposition très très forte entre les deux. Et Refquan, elle ne conclut pas sur l'approche qui était la meilleure. Elle montre qu'il y en a il y a une approche qui a gagné, celle de Robin, parce que Robin a pris le dessus. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que elle dit à ses lecteurs, regardez, seule la violence pouvait amener à une révolution et à faire avancer les choses. Bah après, c'est le titre du livre, alors pourquoi avoir appelé ce livre Babel ou la nécessité de la violence? Bah pour moi c'est plus une réflexion sur la nécessité de la violence. En fait, moi je l'ai pas vu comme un livre qui tranche. Pour moi effectivement, je suis plutôt d'accord avec Nafa. Pour moi, le livre est pas tranché sur cette question qui est un peu l'éternel débat en fait de révolution non violente versus révolution violente, désobéissance civile versus acte de destruction, etc. Enfin, qui sont des sujets euh, qui sont encore très actuels Ouais, bien euh, sûr. avec les manifestations pacifistes versus les Black Blocs, etc. Et qui remontent à j'ai pas envie de dire de tout temps parce que ma connaissance de l'histoire s'arrête à quelques siècles, mais pour moi, elle tranche pas en fait. Elle dit effectivement, il y a cette question sur la nécessité de la violence, il y a ce débat et il y a des gens qui disent, bah, la team Griffin, qui disent en fait, si on leur montre pas par la violence, ça n'avancera jamais, ils comprendront pas, etc. Enfin, tous ces arguments-là. Il y a la team non violente qui dit, mais quand même, en fait, on peut pas euh, s'abaisser à tuer des civils, etc., etc. Il faut argumenter, il faut raisonner, il faut convaincre. Et qui Euh, rajoute également qu'en plus, les seules victimes de leurs actes, ce sont les oppressés. ouais. Parce que c'est aussi un de leurs arguments. Les gens qui sont pacifistes, qui sont pour la révolution, mais qui sont pour une révolution pacifiste, ils rappellent aussi systématiquement que le seul résultat de la violence, ce n'est pas d'embêter les puissants, c'est de faire du mal aux faibles. Et c'est Bah, c'est la l'illustration première. qu'on voit aussi dans le livre. Ouais. Les conséquences de la révolution de Babel, elles sont prises de plein fouet par les pauvres. Oui, et Et c'est c'est là c'est aussi qu'il redit y a une par énorme. Letty qui dit ah oui mais là l'eau qui est plus pure, l'air qui est plus pur, etc. Bah les riches ils vont aller dans leur résidence de campagne, etc. Et c'est pour ça que pour moi en fait il y a pas c'est pas tranché à la fin. Et en plus il y a pas de suite, c'est-à-dire qu'en fait à la fin donc dans le débat Victoire Robin, c'est Robin qui gagne son truc et qui dit ok on va jusqu'au bout, on détruit tout, etc. Mais il n'y a pas derrière de et donc du coup grâce à ça le colonialisme s'est arrêté, la guerre n'a pas été déclenchée, etc. En fait, on sait pas si est-ce que ça a marché ou pas. Peut-être que ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché parce que c'était pas la solution. Peut-être que ça a permis de convaincre. Enfin, on sait pas. Et je trouve que de toute façon, on sait pas dans la vie, on sait pas. Il y a des gens qui sont d'un avis, il y a des gens qui sont de l'autre. Euh, et, euh, et, et voilà.
je regarde sur le chat, il y a des avis dans le chat. qui est Ouais. plutôt. Pif Pif qui dit que lui, il a le sentiment qu'elle tranchait en faveur de la violence simplement parce que le personnage, c'est Robin, et le personnage principal, c'est Robin plutôt que Victoire. Moi, je suis pas. Pour moi, non. Pour moi, en fait, c'est une expérience de pensée. C'est dire jusqu'où on peut aller avec. Elle prend Robin comme un cas d'école. Elle voit jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut tirer pour que quelqu'un tout d'un coup se mette à être convaincu de la nécessité de la violence et jusqu'où ça le mène, jusqu'où il ira, et on montre l'éclat que ça donne. Mais pour moi, c'est pas forcément une conclusion pour dire après que Robin avait raison. Mais effectivement, on peut le voir comme ça parce que Robin est le personnage principal. Ouais, mais pour moi, c'est pas parce que c'est le personnage principal que c'est le personnage qui a raison. En fait, comme on n'a pas, pour moi, si on avait eu une conclusion, un épilogue qui dise ah et ça a marché, là, oui, ça serait un parti pris, ça serait de dire bah c'est ça qu'il fallait faire, ça valait le coup parce que ça a marché. Là, il y a tous ces sacrifices, toute cette destruction, etc. Et on ne sait pas si ça valait le coup en fait, ou si c'est juste qu'ils se sont retrouvés dans une espèce de truc dont ils avaient plus d'issue en fait. Une fois qu'ils vont à Babel et qu'ils pensent que ça va suffire à faire plier le Parlement, en fait, quand à la base quand Robin il prend Babel, déjà un peu par les armes, donc déjà un peu par violence, mais là c'est une violence qui a l'air, pour le coup, je suis d'accord que cette violence-là a l'air plutôt justifiée, acceptée en tout cas dans le livre, avec cette idée, on va prendre Babel par les armes, mais du coup le Parlement va tomber. Et après, le Parlement ne cède pas, et donc il y a cette espèce d'escalade de la violence de bah en fait maintenant qu'on a fait ça, on peut plus revenir en arrière, jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment plus revenir en arrière, qu'ils détruisent tout et qu'ils se sacrifient au passage. Et même ça, on ne sait pas si ça a suffi. On ne sait pas si tout ça. Ouais, Ouais. tu l'as dit, à la fin, s'il n'y a plus d'issue, c'est plus vraiment la question de savoir qui a raison ou non. C'est juste, il n'y a pas de choix. Oui, mais c'est à partir du moment où ils ont commencé sur ce chemin de la violence. Il y a des choix qui sont présents. Il y a des choix qui sont présentés par les autres personnages. C'est juste que Robin fait le choix de la violence. Il y a pas. Il peut toujours. Ouais, je sais pas. Il y a quand même une sorte de fatalisme pour moi qui est. Je sais pas. Il y a Pif Pif qui reprend encore ta défense là, qui dit bah c'était assez clair que l'Empire britannique est moins puissant après la destruction de Babel. On pourrait me reprocher que le système de magie sert à assurer qu'il existe un moyen simple de réduire l'hégémonie de l'Empire. Et je suis pas d'accord sur le fait que Robin fait le choix de la violence. Bah, moi, je trouve que Robin fait quand même le choix de la violence. Moi, j'avais l'impression que c'est plus le côté systémique qui te pousse à la violence que eux subissent. Ils sont obligés finalement de la renvoyer et de la mettre en. Enfin, pour moi, c'était un peu ça le livre. Bah pour moi, il y a toujours un choix. Voilà, il y a plus de. Bah, c'est ce que je disais. Il y a plus d'issue à la fin. Voilà, il n'y a plus de choix. Une fois, qu'il s'engage sur le chemin de la violence, après, il a plus le choix. Mais il a plus le choix, mais il s'est aussi engagé sur le chemin de la destruction de lui-même, parce que il est en pleine dépression, parce qu'il a perdu l'homme qu'il aimait. Enfin, je sais pas si vous l'avez dit comme vous, mais pour moi, clairement, il était amoureux. Pour moi, c'est pas queerbaiting parce que il y a pas de baiting, c'est du vrai. Il y a pas de baiting. C'est du vrai queer. Ouais, mais pourquoi ne pas l'écrire alors cette relation? Bah parce que eux, ils la reconnaissent pas comme telle. Attends, faut que j'autorise ton message qui parle de queerbaiting. Merci. Autorisez votre message. En vrai, je me suis pas, ça me gêne pas. C'est pas du queerbaiting, mais j'ai trouvé que c'était sous-écrite quand même cette relation, ou un peu trop suggérée, et que quitte à écrire vraiment une relation entre ces deux personnages, j'aurais aimé un peu plus. Alors moi j'aurais aimé un peu plus. Pour moi, juste Robin a des sentiments qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, parce qu'il est dans une société qui, en plus, il sait même pas que ça existe, quoi, globalement.
Le mec, il a tellement vécu dans une bulle. Déjà, il comprend pas ce que c'est que le racisme au début. Alors, le temps qu'il fasse le tri dans tous ses sentiments pour tout, c'est déjà compliqué. Et de l'autre côté, je pense que Rami, lui, il a juste une relation amicale envers Robin. Ah non, Mais je non, pense Rami, pas. il est amoureux de Robin. Ah non, moi je pense pas Très qu'il soit amoureux clairement. de Ah Robin. si, il le dit à un moment. Il y a un moment, quand je pense que c'est quand Robin lui dit, mais pourquoi, en gros quand il lui dit, mais Lettia elle est amoureuse de toi, pourquoi t'es pas amoureux d'elle? Et il lui dit genre, il le regarde et il lui dit genre, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros il lui dit, mais mon pauvre gars, tu devrais savoir pourquoi je suis pas amoureux d'elle quoi. Enfin, pour moi il y a Bah vraiment oui, un mais moment. justement pour moi, tu devrais savoir pourquoi je suis pas amoureux d'elle. Genre c'est une fille Ah qui ne comprend non, pas le racisme systémique, pour etc. moi, hein. c'est assez clairement sous-entendu à ce moment-là. Enfin, moi, à ce moment-là, je trouvais ça très clair que c'est Rami qui dit à Robin, mais en fait, gars, je suis amoureux de toi, mais juste, t'arrives pas à t'en rendre compte et t'arrives pas à l'accepter parce que c'est quelque chose. Alors là où je te rejoins, c'est quelque chose que Robin ne sait pas envisager parce que il ne sait pas que ça existe. Il n'a même pas les mots pour y penser. Il a pas. Voilà, il sait pas le réfléchir, donc il sait pas l'envisager, et donc ça n'existe pas. Il le comprend pas en fait. Il l'a au fond de sa tête sans trop savoir, etc. Il y a cette attraction entre les deux qui est claire, franchement, depuis leur première rencontre. Ah oui, mais Oui. franchement, leur rencontre et les premiers passages sur les discussions et le temps qui passe ultra rapidement parce que leur relation et leurs discussions sont ultra naturelles, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que enfin, j'ai pas vu bref, j'ai pas retrouvé de passage pareil plus tard sur leur relation. Bah, en fait, moi j'ai trouvé ça logique, effectivement. J'ai trouvé ça frustrant parce que j'étais là genre bon, quand est-ce qu'il se chope et Ah après ouais, il le meurt. lobby forcément. J'étais trop, bah oui. Ouais, non, vraiment, pour moi, Rami, il est pas, À il l'aime, mais 100%, 100%. il l'aime comme il aime Victoire. Non, non, alors pas du tout. Bah, il faudrait que là je vais pas faire ça en plein Twitch parce que c'est pas très télégénique, mais j'irai après le Twitch, j'irai retrouver ce passage-là et pour moi, c'est le moment où c'est clair. Alors pour moi, on s'en doute depuis le début parce que je trouve que leur relation est construite comme ça, mais Mais pour ça moi, comme on pourrait est être comme on est sous-entendu. que du point de vue de Robin, tu vois, du point Oui, de vue de Robin, c'est évident. c'est pour Mais ça, du coup, de son point de vue, bon, c'est pour tu vois, ça, il y a pas le moindre doute. mais c'est pour ça qu'il y a ce moment où on a les paroles de Rami qui viennent confirmer en fait, et qui viennent en plus, qui viennent confirmer non seulement que Rami est aussi amoureux de Robin, mais qu'en plus Rami en a conscience et Rami sait que en fait ça marche pas parce que Robin il est pas là dans sa réflexion et dans son évolution quoi. Mais mais c'est un peu Il tragique. faudra que je relise le passage, mais pour moi, non. Ouais, Je le retrouverai. je- Je te le retrouverai. Ne Et comptez pas sur moi, je le relirai pas. je retrouverai juste le passage pour vous. Euh, et du coup, pour moi, c'était pas du queerbaiting parce que il y a un vrai truc qui effectivement n'aboutit pas parce que, bah en fait, bah ça arrive aussi que des gens, surtout à cette époque-là, ne sachent pas quoi faire de ces sentiments qu'ils sont pas censés éprouver. Oui, mais c'était pas tant un sujet non plus, c'est non-sentiment ou le fait de pas savoir les gérer. Oui et Et je non trouvais que c'était pas vraiment abordé. parce que la relation triangulaire entre Letty, Rami et Robin, elle est pas anecdotique dans le livre et dans l'évolution de tous les personnages et dans un certain nombre de tensions et dans le fait que Letty puisse se sentir exclue du groupe, etc. Enfin, je trouve que la relation triangulaire, elle est complètement importante en fait dans le livre et elle est et en fait cette relation c'est Letty est amoureuse de Rami mais Rami en fait est amoureux de Robin
Et donc du coup, Letty se fait rejeter, elle comprend pas pourquoi elle se fait rejeter, et ça vient s'ajouter aux frustrations qui ensuite sont déclenchées par quand elle se rend compte que ses trois potes complotent dans son dos. Et elle se sent de nouveau rejetée et ça vient s'additionner. Je pense que c'est un peu le terreau aussi du personnage de Letty. Oui, ça, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est hyper important cette. Alors, je sais même pas si c'est un triangle ou un carré, parce que Victoire, elle, bon, tu sens qu'elle a une petite relation un peu avec l'autre étudiant de la Hermès Society, qu'elle a l'air de bien kiffer. Mais Il y a un mais bon, commentaire intéressant. L'autrice oui. crée des persos qui n'ont pas les mots pour gérer ce sujet-là, mais à l'inverse, sont équipés pour discuter racisme systémique et colonisation comme en 2020. Moi, leurs discussions m'ont sorti aussi complètement du récit. C'est pas du tout des personnages des années 1800, je sais pas combien. Moi, ça, je vois ce que tu veux dire et ce que Pifi veut dire, je comprends. Je Moi, suis assez d'accord. Ça m'a pas du tout marqué. Moi, Parce ça m'a pas gêné non plus, mais effectivement, ils ont, déjà, ils ont Après, une façon de parler qui est totalement moderne. Hein, ça, c'est clair et net ils ont l'anglais ils ont l'anglais d'aujourd'hui et pas l'anglais d'hier. En revanche, le fait qu'ils aient les clés pour parler de colonialisme, oui, ça m'étonne pas. C'est des universitaires, hein, les mecs. Et oui, à cette époque-là, il y avait des gens qui écrivaient, qui parlaient, qui pensaient du racisme et du colonialisme. C'est pas les premiers à le découvrir non plus, quoi. Et tu vois que eux apprennent beaucoup des clés aussi par les gens de la Hermes Society, qui elles s'appuient sur plein de références bibliographiques, etc. qui se Après, le construit comme ça. vocabulaire utilisé est effectivement très contemporain. Et encore heureux, parce que j'ai envie de vous dire que lire un livre en anglais, mais en anglais des années 1800, On on n'aurait aurait pas mal. aimé. Mais, mais pour moi, le fait qu'ils aient les mots pour en parler, bah ouais, il y avait plein de gens qui avaient les mots pour en parler à cette époque-là. De même qu'il y avait plein de gens qui avaient les mots pour parler de l'oppression capitaliste. Les grandes grèves, c'est cette époque-là aussi. Enfin, et effectivement, à cette époque-là, oui, on avait les mots pour parler de colonialisme. Par contre, on n'avait pas les mots pour parler des homosexualités. Oui, bah oui, c'est un fait. Oui, moi ça m'a pas choqué non plus. Et surtout que voilà, comme tu dis, par exemple Robin, typiquement au début, Griffin il lui parle de colonialisme, de problèmes systémiques, etc. Et Robin il est perdu et il lui dit ok très bien, mais moi j'aimerais bien aller faire mes traductions de latin là s'il te plaît. Donc il y a quand même une évolution Ouais. dans les personnages. Ils arrivent pas ultra woke, ultra sensibilité, etc. Rami un peu plus. Rami est plus sensibilisé dès le début, mais en même temps Rami il l'a plus vécu en Inde. Robin il en a été mine de rien assez protégé en fait. Et du coup Robin il y a quand même toute une évolution dans sa relation à ça entre au début et à la fin. Et où en plus il devient de plus en plus un Griffin bis et il devient euh, violent, apôtre Mais oui, de la destruction. et c'est hyper intéressant de voir le passage de le voir le cul entre deux chaises, entre ouais, mais c'est quand même une société que j'aime et j'ai pas envie de la quitter non plus. J'ai envie de m'insérer, mais en fait, elle m'intégrera jamais. Mais, euh, mais moi, qu'est-ce que j'aime Babel euh, et, le moment où il doit faire le deuil de Babel, et en plus après, du coup, il fait le deuil de Rami en même temps, et c'est ça qui le pousse à la violence, c'est aussi le fait qu'il est en pleine dépression. Il va très très mal, et oui, il choisit le suicide. Il choisit le suicide et la violence. Et les deux L'autodestruction en fait. voilà, il se détruit lui-même. Ouais. Donc on parlait des Et on persos n'a pas. préférés. Ouais, Pierre dit qu'on n'a pas parlé du passage en Chine. Euh,
Ah oui, c'est le moment où il comprend qu'effectivement, C'est la il ne sera bascule. jamais considéré comme une personne au même titre que les autres, quoi. Il comprend Mais, qu'il est un, mais un pour moi, c'est pas là sous-citoyen la aux bascule. yeux Vous, des vous autres. mettez la bascule au moment en Chine. Pour moi, au moment où il est en Chine, il pense encore qu'il va pouvoir rester à Babel, etc. Pour moi, la Non, bascule, mais après les Ah non, négociations. ouais, il comprend en tout cas ce que c'est que le racisme. Vraiment, il l'expérience vraiment à ce moment-là. Il comprend enfin à ce moment-là. Avant, il était un peu en mode mif-mouf. Ouais, mais peut-être ils exagèrent un peu quand même. Bon, je mm, comprends, je comprends qu'il y a des histoires de racisme et tout, mais je suis pas à donf à donf. Et en Chine, il comprend que oui, c'est un problème systémique et qu'il faut faire quelque chose. ouais. Mais alors moi, je suis pas convaincu que ça aurait suffi à le faire basculer. En fait, moi, je pense que Robin, pour le coup, c'est un des personnages les plus passifs et qui fait la bascule quand il tue son père presque par accident. Et je pense que s'il n'y Mais avait c'est pas eu encore, ça, hein. C'est en quoi, Chine, hein, c'est sur le bateau, Non, c'est sur le bateau sur le le bateau bateau du ouais. retour. retour, ouais. Le voyage qui dure 3 mois, ils y sont encore, quoi. Ouais, C'est au début du voyage, c'est ça? Ouais, c'est oui, c'est ça, ouais. assez au début du voyage. Mais pour moi, en fait, s'il n'y avait pas ça, si en fait Lovell n'était pas un personnage aussi odieux ou n'avait pas Mm. cette conversation à ce moment-là, ou juste n'était pas rentré avec eux dans le bateau ou je sais pas quoi, il aurait pas, à mon avis, hein, mais c'est ma vision du personnage. Moi, je pense qu'il aurait pas fait la bascule et qu'il serait rentré et qu'il serait retourné à Babel. Ouais, mais moi je pense qu'il serait retourné à Babel, mais pour le coup, il serait devenu un vrai agent d'Hermès convaincu. Convaincu qu'il faut changer les choses, sauf qu'il aurait fait changer les choses de l'intérieur à Babel et qu'il n'aurait pas voulu tout péter à Babel, mais je pense qu'il aurait été du coup beaucoup plus investi dans Hermès qu'il ne l'était avant. Mais effectivement, oui, il serait revenu à Babel sinon. De toute façon, il aime tellement Babel, c'est qu'il y serait retourné. Peut-être. Moi, ça fait un peu partie des évolutions que j'ai trouvé un peu rapides, les bascules, les différentes bascules de Robin. Mais c'est un peu trop entendu, il commence à y croire, finalement son père lui dit ouais mais c'est vraiment des méchants, regarde, Griffin il a tué cette étudiante et du coup là il rebascule de l'autre côté et ensuite il apprend la vérité sur ce meurtre là, il rebascule de l'autre. C'est un peu trop, enfin je sais pas. Bah, moi, tu sens que vraiment, il n'arrive pas à se faire une opinion vraiment Ah bah claire non, et en il fait, se fait si, il se retourner le fait cerveau par tout le monde. enfin, il est très passif, mais en fait, je sais même pas qu'il se fait pas une opinion, c'est qu'il ose pas, il ose pas s'écouter et il ose pas tirer un trait sur sa vie rêvée à Babel. Mais je pense que il est plus convaincu par Griffin qu'il ne l'est par Lovell et il est pas et juste Lovell lui donne un argument pour se dire ok c'est bon je peux fermer les yeux je peux continuer à fermer les yeux Je peux garder mais mes œillères. voilà mais je pense pas que enfin je pense que c'est par confort mais pas par bêtise en fait. Bah, c'est par naïveté aussi, forcément ça fait rêver, tout ce qu'on peut lui offrir, il a envie d'y croire. Mais enfin, ouais, il y a plein de trucs, de la manière dont vous le dites, j'ai envie de. Ça me fait faire une autre expérience que ma lecture. Mais c'est sûr qu'il y a plein de. Sans parler du livre en tant que tel, cette expérience-là, c'est là où je me dis que c'est aussi sûrement l'expérience de l'autrice pendant ces études-là. Enfin, il me semble qu'il y a un truc où, enfin, tout le discours, en fait, je pense, est très actuel et sur la question de l'immigration, ensuite faire des études dans un autre pays et se sentir utilisé tout ça en fait c'est ultra contemporain et ça a évidemment rien à voir avec la magie et la traduction et tout ça c'est super intéressant.
Oui, bah et puis surtout, en tout cas moi c'est pas des trucs que je lis souvent, c'est des thématiques parce que j'ai vu passer des gens qui disaient oui bon c'est un peu gros sabot etc. ou c'est un peu évident etc. Moi c'est des thématiques le colonialisme et même le racisme à un sens plus large sur lesquels je lis assez peu et donc j'ai trouvé ça du coup assez bien fait, assez intéressant, assez ouais assez parlant en fait comme rapport d'expérience et comme symbolisation de regarder ils ont et ce rapport ce double rapport de ils ont besoin de nous parce que bah pour les langues en fait ils peuvent pas faire autrement mais en même temps ils nous utilisent ils nous sous-considèrent etc qui est en fait toute la base du colonialisme mais bon Ouais, c'est non, moi c'est pareil. Après, oui, d'accord, effectivement, le racisme c'est mal et oui, oui, ça nous apprend pas grand-chose sur ce point-là. Mais en fait, moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est aussi que on nous dit pas juste le racisme c'est mal, on nous met dans une situation où on ressent en tant que personne le racisme, alors que moi, en tant que blonde aux yeux bleus, oui, j'ai jamais ressenti le racisme. J'ai ressenti la misogynie très souvent. Je n'ai jamais ressenti le racisme et j'en suis très 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 contente. Et enfin voilà quoi, le féminisme intersectionnel, c'est pas pour rien que ça existe quoi. Je sais que je suis privilégiée, mais du coup me faire à moi ressentir le racisme et me mettre face à différents avatars euh, de, de, de moi-même, ou de mes ancêtres, ou de mes contemporains, et ben, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça, me, ça m'offre une autre expérience, une autre grille de lecture que j'avais pas forcément. Ouais, je Même comprends. si je l'avais pas conceptualisé de la même manière, parce que là, via le récit, je l'internalise de manière plus émotionnelle en fait. En me mettant dans la peau des personnages, en étant en larmes à la fin du bouquin, tout ça, voilà, je l'ai ressenti. Alors que je le conçois, je le comprends, mais c'est une expérience que je n'ai pas. Et donc là, ça me fait vivre une expérience au travers du récit. Et je trouve que c'est un peu la beauté de la littérature de manière générale, de toute façon. C'est de te mettre à la place de quelqu'un que tu n'es pas. Et ça t'ouvre des perspectives, des horizons que tu n'avais pas non plus, quoi. Et c'est ça qui est fort avec un bouquin, quoi. Ouais, c'est sûr, j'aurais bien aimé que ce soit mon cas. Mais je trouve aussi que tu parlais d'intersectionnalité, c'est pas du tout un truc que je trouve qui est présent dans son livre. On voit par exemple Victoire excuse plein de choses à Letty et son racisme sous prétexte du féminisme en disant que oui, mais Letty, elle est victime de sexisme, misogynie, elle l'excuse souvent son comportement sur d'autres. Enfin, les discriminations que les types peuvent faire subir aux autres. Et Ouais, mais je me justement, dis que ça pourrait être. que Victoire l'excuse, ça ne veut pas dire que le lecteur l'excuse. Et Non, c'est non, là où c'est sûr. où nous on est où nous on dit Victoire meuf, tu ferais bien de lire un truc sur le féminisme intersectionnel. Sauf que les filles elle a pas les clés pour les comprendre non plus ça. Mais toi en tant que lecteur tu les as ces clés là. Donc ça te fait réfléchir aussi. Ouais. Et puis Pif dit sur le chat, contrairement à Rami et Victoire, Robin a même pas de quoi puiser dans son enfance pour se créer une identité. Rami puise dans ses souvenirs de son père, sa volonté de vengeance dès le début. Victoire, elle a sa volonté de survie dans les difficultés du croisement femme et racidé. Mais Robin, lui, il voit toute son histoire réécrite. Et du coup, comme Griffin, il ne lui reste que le sacrifice. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on ne peut rien, on peut rien redire à ça. redire, voilà. Fallait nous dire, Jean-Jean, on l'aurait invité, ça aurait fait le 4e. À ma place. Bah non.
En plus. En plus, mais il n'y a pas la place de mettre 4. Euh, Est-ce que vous avez des scènes préférées quand même pour faire un contrepoint un peu plus léger après toutes ces grandes discussions sur toutes ces thématiques ultra sérieuses en fait, comme on disait dès le début. C'est un livre qui a quand même plein de thématiques super sérieuses et assez où il faut un peu réfléchir. Mais du coup, pour reprendre notre fil conducteur classique des manuscrits de Mestre Aymon, normalement on Je finit pense que tu par l'as bien perdu. normalement on finit par les scènes préférées. Alors je sais pas si vous en avez. Euh, Moi je vais commencer du coup. Moi mes scènes préférées, je l'ai un peu déjà dit, mais c'est tous les cours du professeur Playfair. Alors le professeur Playfair est une enflure, certes, mais je l'ai trouvé passionnant dans ses cours. Donc c'est les cours sur la théorie de la traduction et j'avais envie d'aller à ces cours en fait. J'avais envie d'avoir 4 heures de lecture sur la théorie de la traduction et vraiment c'était je pense que ça reste mes scènes préférées alors que c'est le début, ça a pas encore vraiment commencé, on s'est pas encore lancé dans tous ces grands sujets de colonialisme, de grève, de résistance, etc. Mais voilà, c'est mes passages préférés. Euh, Malgré, comme le soulève Pif Pif, malgré le fait que je n'allais pas beaucoup en amphi quand j'en avais l'occasion. Certes, mais disons que C'est non ça. je Et pas de trouve la traduction, c'est pour ça. que c'était pas de la traduction. Voilà, un cours sur la physique des semi-conducteurs, Oh, c'est t'as vachement raté moins intéressant, à mon avis. Enfin, pour moi, en tout cas, j'avoue que voilà, physique des semi-conducteurs, par exemple. Ne t'es-tu pas trompé de voix, très cher. Bah écoute, complètement, mais c'est trop tard maintenant, hein. Jamais trop tard. Il ne nous reste plus que la lecture. Nympha, est-ce que tu as une scène préférée? Mais j'ai tout aimé, quoi. Du coup, je vais quand même. Tout le Les livre. 600 pages. Ah ouais, mais c'était tellement bien. Mais du coup, je vais quand même citer la fin, enfin le sacrifice de Robin, parce que ça m'a quand même fait pleurer à chaudes larmes. Genre, j'avais vraiment le cœur brisé. Je savais où ça allait et quand même le moment où il se sacrifie, j'étais brisée, quoi. Et pas que lui J'étais en d'ailleurs, hein. état, mais Parce que et moi pas j'ai que beaucoup lui, aimé oui. Professeur Kraft, qui est très désagréable dans toute la première Oui, moitié, et qui se et qui d'ailleurs révèle. est d'ailleurs le personnage de Blanche, tout à fait. Enfin, Oui, elle est occidentale, elle n'est c'est pas la du tout seule. raciste. C'est elle et elle les soutient jusqu'au bout. Et Ouais, et elle les soutient jusqu'au bout. J'ai trouvé, pour le coup, j'ai trouvé presque plus fort le sacrifice de Kraft que le sacrifice de Robin. ouais, mais avec sa C'est dépression, son forcément été, plus mes petits, les autres, faites-lui Jean-Jean, des c'est ça. câlins. Il était tout brisé, le pauvre garçon. Mais faites-lui des câlins. Occupez-vous de lui. Arrêtez cet engrenage atroce. Tu disais C'est quoi, Chouette? raciste, Jean-Jean, ce que tu dis. Mettez-le avec Ah oui, Ravi, qu'il soit heureux. j'ai été touché que par le sacrifice de la C'est femme ça. blanche. Tu es en train de dire que ce sacrifice vaut plus que les autres, bravo. Sa Non, vie je valait suis en plus que train les de autres. dire que Robin, c'est pas le personnage que j'ai préféré non plus dans le livre, même si c'est par lui que tout nous est raconté. Euh, oui, mais non, en fait, j'ai trouvé ça intéressant quand même qu'il y ait un personnage qui fasse ça euh, presque de manière altruiste, parce qu'en fait, sinon, tous les personnages de la Hermès Society, tous les personnages qui font la révolution, qui font l'occupation de la tour, etc., c'est les personnages racisés. On a un peu de convergence des luttes avec les grévistes, ouvriers, etc. Donc ça, c'était intéressant quand même de voir la convergence des luttes. Mais au sein de Babel, moi, j'avoue que j'aurais trouvé ça dommage qu'il y ait 100% que des personnages racisés parce que ça aurait un peu sous-entendu, ce qui est quand même un peu sous-entendu. C'est quand même le cas, c'est quand même les cocos, les blancs, ils ont du mal à comprendre le concept et à s'y impliquer. Mais du coup, j'ai trouvé ça quand même
beau en un sens qu'il y ait au moins ce personnage de professeur Kraft qui dise non mais les gars, ouais, c'est mes élèves, c'est mes collègues, c'est mes machins, et puis je comprends ce qu'il nous raconte, quoi. Voilà. Et toi, Shrodi, est-ce que tu as quand même une scène préférée dans ce livre que tu as détesté? Euh, je sais plus quand ça se passe, mais quand ils commencent à faire, enfin, après le voyage en Chine, quand ils ont leur réunion avec tout Hermès Society, ça, j'avais bien aimé. Ah, Je dans me la disais, Old ok, ça, Library. ouais, Ah là là, c'est tellement bien. Je voudrais tellement vivre dans cette old library. ça c'était cool. Oui, le moment où on pense que ça va repartir de manière un peu positive, et puis en fait, c'est de nouveau une catastrophe. J'étais un peu triste quand ils se sont fait attaquer, que tout brûle et tout, avec toutes leurs recherches, toutes leurs inventions, tous leurs machins. Et quand Letty, je sais plus comment ça se passe, enfin, elle dit genre il faut que je sorte, Ah bon là oui, j'étais là, ok, il faut bon que bah j'aille c'était prendre Ouais, foutu. l'air, pareil. hein. Oui Ouais, voilà, ouais, ouais. là c'était foutu. Voilà. Non, mais tu Non, sens non. la tragédie annoncée, quoi. Enfin, et ça a ce côté un peu grec de la tragédie qui se déroule sous tes yeux et un engrenage de violence qui ne s'arrête pas, quoi. Voilà, on a Alors du Pif coup, qui Pif Pif dit, ouais, dit que un truc qui lui a manqué, c'est que quitte à avoir un bouquin un peu didactique sur l'exploitation des langues par la colonisation, il aurait aimé un discours sur le fait que la majorité des langues disparaît aujourd'hui et avoir l'avis de l'autrice sur le sujet. Ils Elle en parlent peut-être pas qu'il un écrira un peu. nouveau livre. Il me semblait que ça faisait partie un peu du livre sur les plaques qui pourront plus être utilisées oui, parce que les parce gens qu'il ne y a parlent des plus les langues langues et les qui sont plus maîtrisent plus. parlées. Ouais. Ouais. Donc bon, pour quelqu'un qui a aimé le livre, je trouve qu'il s'en souvient pas beaucoup. Je rigole. Bravo. C'était mon allié pendant ce live. Je ne devrais pas le trasher. Ok. Bah écoutez, ça fait presque 2 heures. Est-ce que vous voulez repartir sur un débat sur la représentation des grévistes ou sur la destruction de la propriété privée, ou est-ce que vous Ouf. considérez qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ce livre? Est-ce que vous Alors avez moi des j'ai un sujets à micro aborder? point sur les grévistes Vas-y. parce que j'ai aussi trouvé la représentation hyper intéressante, justement le moment où Robin prend tout d'un coup conscience qu'il n'est pas le seul opprimé et le moment où il ne regarde, où il se rend compte que en fait, en tant qu'il était dans sa bulle à Babel et il refusait d'entendre ces gens qui lui faisaient peur quand ils ont fait une grève au début, parce qu'au début du livre il y a un moment où ils font une espèce de manif à Babel machin en mode arrêtez de nous Nous piquer notre travail, hein, de nous piquer notre travail globalement, ouais. et avec votre sale technologie là. et les quatre sont en mode bande de techno quoi. Et tout d'un coup, il y a ce moment où Robin ouvre les yeux et il se rend compte que c'est un système oppressif et que le système oppressif qui l'oppresse lui, c'est le même que celui qui oppresse les ouvriers. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, Mais c'est c'est la super seule chose que j'ai à intéressant en dire. plus quand même comme thématique qui était un peu plus sous-jacente mais qui était quand même bien là, qui est est-ce que le progrès technologique se fait forcément au détriment du progrès social, ou est-ce que en l'occurrence c'est parce que on est dans un système capitaliste qui va faire que les profits ne sont pas redistribués et que du coup blabla. Et ça aussi c'est des thématiques ultra actuelles en fait, enfin bon bref, après on rentre dans de la politique plus poussée, mais Mais ce livre est éminemment politique. Il y a un nombre de thématiques abordées en pas tant de pages que ça quand même, c'est qui est fou quoi. Enfin, voilà. ok. Euh, J'ai le droit de faire un hors sujet, ok. ok, voilà. Moi, j'ai rien à rajouter. Je redis, tu veux rajouter quelque chose sur ce livre qui t'a passionné? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Eh ben, écoutez, je vous propose d'en rester là. Si vous nous avez regardé
et que vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à nous dire si vous avez été plutôt d'accord avec Nympha et moi et que vous avez beaucoup aimé, si vous avez été plutôt d'accord avec Schrodier et que vous avez détesté, si vous avez été entre les deux et que vous avez trouvé ça pas mal, mais voilà. Enfin, dites-nous ce que vous en avez pensé. On est toujours preneurs. Et puis, allez lire Morgane Pendragon pour pouvoir écouter en février le prochain Twitch des manuscrits de Mestre Aymon. Et voilà, abonnez-vous, likez-nous, suivez-nous, faites-nous des messages d'amour Ça, on adore. et on Écoutez les vous podcasts. Hein. écoutez les podcasts. Et nous, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à bientôt. À Salut! bientôt. Salut! Bisous, bisous.